sa grande amie Kim Yaroshevskaya. Voyons, c'est difficile. Yaroshevskaya. Merci, Yaroshevskaya, je l'ai eu. Qui t'a inspiré à conter l'histoire de cette façon. Oui. Là, je serais curieux dans ton évolution, je serais curieux de savoir dans ton évolution, donc Pauline Julien, intime et politique, comment t'es arrivé à Dans la forêt? C'est quoi le lien que tu fais là, entre ces films-là? Bien, bon, premièrement, quand j'étais adolescente, ma mère s'est fait un amoureux. Puis, il était très, très amoureux. Puis, ils ont eu envie d'avoir un projet de se bâtir une maison. Donc, ils ont acheté un terrain, une pinède, en fait, dans un rang. Mais moi, j'étais une adolescente. Fait que, tu sais, puis j'ai été élevée au centre-ville de Joliette. Donc, ça, pour moi, ça a été très difficile parce que là, j'étais tout d'un coup loin de mes amis. Et en face de chez nous, il y avait une pinède, une forêt que j'aimais pas parce que j'étais forcée, tu sais, d'habiter dans ce coin-là. Tu sais, c'est comme si mon rapport à la forêt n'a pas été naturel. J'ai pas été amenée dans la forêt pour découvrir les oiseaux, voir la lumière, apprendre à identifier les champignons, tu sais, voir les fleurs comestibles. Tu sais, j'ai pas eu cet apprentissage-là de la forêt. Moi, je voyais la forêt comme mon ennemi quand j'étais une adolescente. Puis évidemment, bon, comme j'habitais là, bien, souvent, j'allais dans cette pinède écouter de la musique. Fait que mon rapport à la forêt, c'était, j'allais, tu sais, adolescent, on passe beaucoup de temps dans notre chambre à écouter de la musique, puis bon, écrire son journal intime. Moi, j'allais faire ça dans la pinède en face de chez moi, tu sais. Donc, j'avais une relation un peu amour-haine. C'était un peu mon espace de fuite. Quand ma mère me tapait ses nerfs, je m'en allais là. Mais, tu sais, parce que c'est ça, une mère monoparentale, il n'y a pas, y a pas un couple, hein, il n'y a pas un père vers lequel tu peux aller te réfugier quand tu as une tension avec ta mère ou vice-versa. Donc, moi, quand ça n'allait pas avec ma mère, je m'en allais dans Pinède. Fait que mon rapport à la forêt, il est limité à ça. Puis, j'ai découvert la forêt très tard dans ma vie. Tu sais, j'ai eu un amoureux à un moment donné qui m'a dit, bon, on s'en va en canot camping. Puis j'étais dans la vingtaine, je connaissais rien de la forêt. Puis je me souviens, on est parti 10 jours. Là. Il m'a pas ménagé. Et Là, il t'a pas donné ça facile, là? pas en tout. Puis j'avais un gros sac à dos. Puis je me souviens qu'au début, j'arrêtais pas de grogner. Là. Tu sais, j'étais pas contente d'être là. Puis lui, il allait vite, il portait le canot, puis il m'attendait toujours, tu sais, les deux pieds au soleil, tu sais, parce que moi, je marchais pas vite, puis je grognais, puis j'étais pas contente. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Je me suis mis à sentir les odeurs, puis à écouter les oiseaux, puis à trouver quelque chose là-dedans. Fait que ça a été pas tout de suite, là. Je voulais pas y dire en plus parce que j'étais orgueilleuse, tu sais. Fait que j'arrivais toujours un peu avec mon orgueil qui me précédait. Puis un soir, on a dormi à la Belle Étoile sur une île. Puis là, vraiment, là, j'ai vu le ciel, j'ai entendu la nature. Puis à partir du 4e ou 5e jour du canot camping, j'ai commencé à prendre mon pied. Donc, j'ai eu une initiation assez rude à la forêt, mais quand je me suis mis à l'aimer, je me suis mis à l'aimer vraiment beaucoup. Et donc, ça a été mon introduction. Ensuite, il y a eu toutes ces années qui ont passé et il y a eu la pandémie. Moi, j'habite dans un petit 5,5 dans une SIC, entre Crémazie puis Émile Journeau, 5,5. Donc, la forêt était loin de moi. Je n'avais pas justement la chance de ces gens qui ont pu aller à la campagne pendant la pandémie. J'étais pognée en ville. Mais il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que parce qu'on était tous confinés, la nature reprenait ses droits. Donc, au centre-ville de Montréal, on voyait des renards, on voyait des animaux qui reprenaient leurs droits, les oiseaux. Il y avait une joie de la faune parce que les humains n'étaient pas là. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Et j'ai eu envie d'aller dans la forêt parce que justement, tu sais, je me suis dit, c'est vrai, quand on marche dans la forêt, on les voit pas, les animaux. On entend les oiseaux, mais les mammifères ou, tu sais, les animaux, on les voit très, très peu parce qu'on les fait fuir, finalement. Tu sais, on marche, on fait craquer des branches. Tu sais, puis moi, je suis pas une chasseuse, tu sais, fait que j'avais pas la chance de voir les animaux tant que ça.
Et on dirait que suite à cette pandémie-là, j'ai eu envie de me reconnecter avec la nature. Je suis pas quelqu'un qui a été connecté avec la nature et je trouve que les êtres humains, on est très déconnectés de la nature. Puis j'ai eu envie de réfléchir à ça à travers le cinéma. Donc, le film Dans la forêt vient de la pandémie, puis vient justement du fait que comme j'ai pas de chalet puis d'accès à la nature, j'ai eu envie de me faire plaisir. En fait, c'est bien égoïste, mais Puis c'est tu as eu ça. envie d'apprendre des choses aussi Ben, je pense que sur la forêt. l'impulsion première, c'était pas d'apprendre des choses, c'était de la retrouver, cette forêt-là qui m'avait tellement fait vibrer. Euh, tu sais, parce que, tu sais, je raconte cet épisode de mon adolescence où j'allais dans la pinède que j'aimais ou que j'étais et que je détestais à la fois. Mais finalement, je l'aimais plus que je la détestais parce que c'était mon refuge. Et je pense que la forêt nous fait énormément de bien. On l'a constaté pendant la pandémie. Il y a eu, tu sais, tout le monde a voulu reconnecter avec la nature, aller dans la nature, surtout pas rester en ville dans ce confinement-là. Tu sais. Donc, il y avait une réflexion, pour moi, une impulsion de réfléchir à ces thématiques-là à travers le cinéma. Puis, mais moi, ce qui me fascine dans ce film-là, c'est que tu parles de beaucoup de choses. Ouais, Ça aussi, il y a de l'audace là-dedans. ouais, Puis même que tu t'amuses avec la forme, parce que c'est pas un film qui est univoque en termes d'approche formelle. Ça non. aussi, c'est particulier. Est-ce que c'est quoi qui t'a amené à cette décision-là? Est-ce que c'est la forêt elle-même ou les Oui. personnages que tu rencontrais? Bon, la forêt, c'est un objet complexe. Et bon, il y a une chose que les Québécois, on peut se dire, c'est que on a la chance. La forêt boréale au Québec, c'est 30 du territoire. Juste la forêt. Si on inclut les paissières, la forêt nordique, les tourbières, c'est 70 du territoire. C'est énorme. Donc, on a cette impression que la forêt est infinie. Et en 99, Richard Desjardins a fait l'erreur boréale et nous a, en tout cas moi, m'a fait réaliser à quel point la forêt était exploitée et on ne le savait pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Puis je pense que la plupart des Québécois qui ont vu ce film-là à l'époque ne le savaient pas. Puis il y a eu un espèce de choc collectif de découvrir ça à travers le film de Richard. Bon, moi, je le remercie énormément parce que, tu sais, on a l'impression que la forêt, c'est un décor. Hein? Souvent, on perçoit la forêt comme un décor, mais à partir de l'erreur boréale, on se rend compte que la forêt au Québec, c'est une ressource. Tu sais, on n'a pas de lien, on n'a pas de connexion avec le vivant. Donc, tu sais, évidemment, l'erreur boréale a fait partie de ma réflexion, mais il y a une chose que moi, je ne peux pas faire, tu sais, c'est un film pamphlétaire. Tu sais, c'est un film pamphlétaire, le film de Richard. Parce que Richard nous apprend, tu sais, premièrement, il est à l'avant de son film, c'est lui le narrateur, c'est lui le guide du récit. Moi, j'ai jamais fait des films comme ça. Donc, c'est pas mon approche du cinéma. J'ai envie de poursuivre cette réflexion cinématographique-là que j'ai entrepris depuis le début de ma démarche. Donc, là, moi, je suis rendue à essayer, en tout cas, ce que j'ai envie de faire dans mon cinéma, c'est de faire ressentir des choses complexes, des choses abstraites. Puis s'il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est les changements climatiques. On l'a compris. Après la pandémie, il y a eu les grands feux de 2023. Après ça, tout le monde se dit hey, là, enfin, on va changer la façon de gérer la forêt puis d'approcher la forêt, mais il n'y a rien focal qui a changé. Et c'est même pire qu'avant. On surexploite la forêt. Donc, comment faire comprendre ou ressentir un lieu qui me semble, en tout cas pour lequel on me semble tellement déconnecté? Alors, c'était ça mon objet, en fait. Puis, je me suis rendu compte pendant ma recherche, parce que, bon, moi, je connais pas ça, la forêt, j'arrive un peu comme une néophyte. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Mais pourquoi je l'aime tant que ça? Je ne le sais pas. Tu sais, c'est les oiseaux, les odeurs, la beauté des couleurs, les animaux, tout ça, j'aime ça. Mais c'est tout. Je connais rien de ça. Je connais rien des animaux. Tu sais, je suis pas ingénieure forestière, je suis pas biologiste. Donc, je partais aussi on parlait d'apprentissage tantôt, mais c'est ça, avec un espèce de regard naïf, en me disant, ben moi, je vais faire un film sur la forêt, puis je vais découvrir comment je vais le faire quand je vais faire ma recherche.
Donc, j'ai fait mes premières demandes de subvention. Au début, ça a été des refus. Puis, j'ai de la famille en Abitibi. Donc, je me suis dit, bah, je vais appeler ma tante Ginette. Elle va m'héberger. Ma cousine Annie va me donner des liens vers des personnes que je pourrais aller rencontrer en Abitibi. Puis, ça va commencer comme ça. Alors, j'ai fait un premier voyage en Abitibi. Je suis partie 1 mois et j'ai appelé ma cousine. Puis, son voisin Hugo, est biologiste et prof à l'UQAT. Donc, j'y ai écrit un courriel. J'ai dit, bon, voilà, je veux faire un film sur la forêt. Peux-tu me donner une liste de gens que je pourrais aller rencontrer pendant mon séjour? Fait qu'il m'a envoyé 30 personnes. Wow. Je les ai toutes appelées, je les ai toutes rencontrées. Et, tu sais, c'est pour ça que dans mon film, l'Abitibi a une grande place. Ouais. Parce que, Excuse-moi, je me permets, là, on tombe dans le factuel plate, là, mais oui, tu n'as pas d'argent encore, là. Tu non, n'as pas de financement, là. non, ça m'a coûté 5 000 de ma C'est poche fou, hein? au début. On en commence des projets comme Ben ça. oui. Quand tu racontes ça à du monde, là, on nous prend un peu pour des fous. Tu trouves pas des fois? Voyons donc, qu'est-ce que tu as à faire ça? Ben, Tu payes de ta poche, arrête ça. je pense qu'on a... Ouais, mais je pense que c'est un privilège de faire des documentaires. Puis, Oui, je pense que tu sais, tu le tournes bien quand tu dis ça. Je suis d'accord avec non, toi. mais c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir entrer dans des univers comme ça. Tu sais, on a une belle Ouais, carte de visite en disant ouais, qu'on est ouais. documentariste. C'est vrai. Donc, moi, je me suis dit, ben, tu sais, c'est vrai que maintenant, faire un film, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des demandes de subventions, puis des fois, on n'est pas financé au premier tour. Alors, moi, je me suis dit, ben, c'est correct, tu sais, c'est fair enough, je vais aller faire un premier voyage, puis ben, je suis revenue, j'ai écrit, disons, toute la partie abitibienne. J'ai envoyé presque un scénario, là, c'était pour 30 avoir de personnes. l'argent pour aller ailleurs, parce que 30 moi, personnes. je voulais explorer la forêt publique. La forêt publique, c'est la Ouais. forêt qui nous appartient. C'est notre forêt, puis c'est celle-là qui m'intéressait. Puis Ouais. elle n'est pas juste en Abitibi. Il faut aller sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi. Tu sais, c'est En grand. Mauricie. Tu sais, c'est énorme, la forêt publique. J'ai pas pu aller partout, bien évidemment, mais j'ai fait assez de régions pour pouvoir avoir faire un film, à mon avis, qui a une résonance, en fait. Alors, je vais en Abitibi, j'ai rencontré plein de monde et j'ai commencé à comprendre des choses, en fait, en fréquentant des scientifiques, bien entendu, tu sais, parce qu'au début, c'est des rencontres, dire qu'on on est plus en train de discuter du film à faire. Et à travers ça, je comprends que la forêt, justement, c'est un objet complexe. Donc, c'est pas vrai que je peux faire un film. Tu sais, le film de Richard, bien là, il y avait quelque chose à dénoncer. Il voulait nous informer, nous dire que la forêt était surexploitée. Puis donc, il y avait une indignation. Son film était porté par cette indignation-là. Alors moi, je découvrais que la forêt, c'était plus que ça. C'est pas juste un objet politique, c'est un objet philosophique, c'est scientifique, c'est une maison, c'est la maison des Premières Nations. Les animaux aussi. Donc, j'avais envie, pas juste de faire un film sur un des aspects, j'avais envie de me lancer ce défi cinématographique-là, de raconter la forêt dans sa complexité. Fait que c'était ça, mon défi principal. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est aussi pour ça que je n'irais pas jusqu'à dire uniformel, parce que c'est pas non plus un chaos stylistique, ton film, là, vraiment pas. Euh, mais c'est pour ça que, tu sais, tu as une approche très tu sèmes des joyeuses fausses pistes dans le film. Écoute, j'ai pas fait le chronométrage, là, mais les 30 premières minutes, c'est un film animalier. Oui, Et à un moment donné, la première personne qui parle, c'est la dame au panache, aux orignaux, en Gaspésie. Euh, et, et moi, je regarde, et tu nous transportes dans la forêt, on est transportés, là, on fait « wow ». Mais là, moi, j'avançais dans le film, je me dis « où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'elle nous amène? » Et là, quand tu commences à nous faire rencontrer des scientifiques ou des gens des chasseurs, mais qui ont un point de vue différent de la majorité des chasseurs, la façon peut-être plus de monter que de filmer change. Et c'est ça qui est fascinant. Ça aussi, c'est une prise de risque, je trouve, comme cinéaste. oui, D'avoir changé le style du film au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux univers ou de nouveaux protagonistes. exact. Alors, le film reflète un peu mon rapport à la forêt. C'est-à-dire OK. que j'avais envie, tu sais, tantôt je disais, j'ai envie là, je pense que je suis dans cette mouvance-là, tu sais, dans mon évolution personnelle, j'ai envie de faire ressentir des choses que la majorité des gens
ignorent parce qu'ils ne les comprennent pas. Et je trouve que les changements climatiques, entre autres, c'est quelque chose de très abstrait. Je dis ça parce qu'on le constate. Les gens s'achètent des voitures de plus en plus grosses. Tu sais, c'est comme si les scientifiques s'époumonnent à nous dire qu'on est au bord de la fin du monde. On nous a annoncé qu'on était dans la 6e extinction de masse. Hey, ça, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a bouleversée, sincèrement. Donc, on vit des choses catastrophiques et les gens se mettent des œillères, ne veulent pas entendre. Donc, moi, j'ai essayé de réfléchir à une façon de faire ressentir ça aux spectateurs. Tu sais, on parle de relation avec le spectateur, de prendre les gens, de pas prendre les gens pour des idiots, puis de pas faire des films où tout est dit, mais de faire ressentir des choses. Ouais. C'est ça le pouvoir du cinéma, C'est un finalement, très beau défi, en tout cas. de faire ressentir des choses. Donc, je me suis donné ça comme défi. Et la façon que j'ai trouvée, c'est justement les animaux. Parce que les gens aiment les animaux profondément. Je connais personne. Il y a des gens, là, les psychopathes ou les gens qui n'ont pas d'empathie. Bon, mais on exclut ces gens-là qui sont un infime pourcentage de la population. Puis Espérons-le. qu'on prend Oui. la majorité des gens, Ouais. les gens aiment les animaux. Ouais. Et quand on va dans la forêt, on espère en voir. Tu sais, quand on en voit, il y a quelque chose, il y a un émerveillement. On est émerveillé de voir un petit animal, un lapin. Donc, je me suis dit, ah, c'est ça ma voie d'entrée. Ça va être les animaux. Et quand je suis allée en Abitibi, j'ai rencontré justement un photographe animalier qui, par moment, fait aussi des séquences vidéo avec la BBC, National Geographic. Là, je me disais, ah, il ne voudra jamais, moi, c'est un film indépendant, je produis moi-même, c'est pas un film classique, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je suis allée j'ai quand même pris rendez-vous avec lui en me disant, quand je vais y parler de salaire, il va décrocher, là. Mais c'est pas ça du tout qui s'est passé. Quand je suis arrivée chez lui, il m'a invité justement à prendre un verre dans sa cour, puis on a parlé des animaux, on a parlé de la forêt. Puis quand j'y ai parlé de ma démarche, puis de ce que j'avais envie de faire, il a accroché tout de suite. Puis il a dit, j'attendais ce film-là depuis toute ma vie, j'ai envie de participer à ça, même gratuitement, là. Donc, Wow. il a tout de suite embarqué. Fait que ça a été mon allié principal, Luc Farrell, qui a fait les images animalières dans la forêt. Fait que l'idée, c'était ça. Lui faisait donc les images à caméra portée, donc en cache, comme un vrai cinéma animalier. Tu sais, il y a des méthodes, là, il met des échafaudages. C'est toute une affaire de le voir C'est travailler. le là. Jean-Louis Freund des années 2020. Oui, exact. Donc, lui, il avait sa méthode de travail, puis aussi, il habite en Abitibi, la forêt est dans sa cour. Fait qu'il n'y a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour filmer les animaux. Il peut mettre des caches autour de chez lui. Puis, finalement, j'ai appris aussi que Luc, il a tissé des liens. Il y a des animaux qu'il connaît. Alors ça, c'est intéressant. Moi, tu sais, par exemple, il va souvent observer une famille de castors non loin de chez lui. Et un jour, la maman s'est fait trapper parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de piégeages dans les grandes régions forestières comme l'Abitibi, entre autres. Beaucoup, beaucoup de trappes. Et la maman, donc, se fait trapper. Il reste les 2 bébés. Là, Luc se met à les observer parce qu'il se demande qu'est-ce qui va arriver à ces 2 bébés-là, tu sais, qui n'ont plus leur maman pour leur apprendre à être des castors, finalement. Bien, les bébés castors ont l'instinct tellement fort qu'ils ont appris à être des castors tout seuls. Ils étaient tout petits quand ils ont perdu leur mère, mais ils ont appris à faire des barrages tout seuls. Ils ont appris, donc, à être des castors. Puis, Luc les observait à distance. Mais ces bébés-là, comme ils étaient tout petits, se sont habitués à sa présence. OK. Wow. Et donc, dans mon film, on voit des castors dans leur hutte. Bien, c'est ces 2 frères-là. OK. Wow. Puis, à un moment donné, pendant que les castors travaillaient, Luc est allé poser des caméras à l'intérieur de la hutte. Mais c'est ça, les animaux avaient une tolérance à sa présence. Ils savaient qu'il n'était pas une menace, donc il a pu faire ça. Même chose avec la Gélina Tupé, qu'on voit dans mon film faire une danse de l'amour. Oui. Pas facile à avoir, ça, je pense, à une caméra. C'est rare, je pense. Ben écoute, c'est la même chose. Luc a créé une relation avec cette gélinotte. À force d'aller l'observer,
elle est devenue tolérante à sa présence. Puis quand il filme la Gélinotte, dans mon film, là, il était à peu près à la même distance que toi puis moi, Wow. puis elle se met à y faire une danse de l'amour. C'est Wow. beau, là, Wow. Wow. quand Wow. même. Wow. Tu sais, Extraordinaire. donc, il y Ouais. avait ce lien-là avec les animaux réels, donc avec une caméra portée. Puis moi, je voulais absolument, puis Luc n'était pas trop friand de ça quand je lui en ai parlé, mais c'est moi qui réalise, c'est moi qui produis, fait qu'il n'y avait pas Hey, le choix. faut que tu t'écoutes. C'est toi la patronne. C'était moi la patronne, Pardon. mais je voulais qu'on je voulais qu'on mette des caméras de chasse partout. Et Luc, c'est un patenteux, donc il a aussi modifié des GoPro. Tu sais, il a modifié même les caméras de chasse pour pouvoir mettre des 12 volts pour que la caméra soit, tu sais, tu sais, qu'il ne soit pas obligé d'aller vider la carte puis d'aller changer les batteries chaque jour. Et en fait, c'est que ça, ce que ça permet, c'est justement de filmer des animaux qui sont beaucoup plus difficiles à filmer, comme les loups, par exemple, qui sont extrêmement méfiants, qui ont un odorat extrêmement fin. Et aussi, ce que ça m'a permis de faire, puis ça, je ne le savais pas au moment où j'ai eu ce désir-là de mettre des caméras partout. Je voulais, tu sais, moi, je me suis intéressée pendant une certaine période de ma vie au braconnage, tu sais, à l'impact négatif de l'humain sur l'environnement, sur la forêt, sur la faune. Et mon idée de mettre des caméras de chasse, c'était un peu d'essayer de voir si j'allais capter justement ce type d'intervention-là. Mais c'est pas ça qui s'est passé, en fait. C'est qu'en mettant les caméras de chasse, il y a eu... Moi, j'ai tourné sur une longue période, là. Bien, il y a eu les grands feux en 2023. Et c'est des feux historiques. Puis pendant que tout brûlait, je me suis dit, bon, mais mes caméras, c'est foutu. Puis j'harcelais la Sopfeu. Je voulais absolument filmer les feux. Je voulais aller dans la forêt pour filmer ça. Puis c'était totalement interdit. Ils ne voulaient rien savoir. Je me suis rendue en Abitibi. J'étais allée à Nord-Métal. L'armée était partout. Le ministère des Transports, la police. Toutes les entrées étaient bloquées. Il n'y avait aucune façon pour moi d'être rebelle. Tu sais, c'est comme on m'empêchait c'est ça, de braver. Tu sais, moi, je voulais être courageuse. Là. Je serais rentrée dans le bois pour aller filmer tellement je voulais avoir ces images-là. J'étais sur tous les groupes Facebook parce que j'essaie de trouver, y a-tu des chasseurs, y a-tu des Premières Nations, y a-tu des gens avec qui je pourrais connecter autrement pour rentrer dans le bois. Et il y avait justement des gens de Bijuan, des Atikamekw de Bijuan, qui, eux, ont fait comme moi. Mais eux, c'était un peu pour sauver leur territoire. Donc, avec des hoses un peu improvisées, ils arrosaient, ils essayaient de sauver leur territoire de chasse. Et donc, je les ai contactés. Je disais, hey, y a-t-il un moyen pour moi d'aller vous filmer pendant que vous faites ça? Puis ils m'ont dit, oui, oui, oui. Ils m'ont donné des points GPS pour y aller. Mais tu sais, pour aller filmer ça, il faut que je parte avec un directeur photo, avec un preneur de son. Puis le directeur photo, il était pas, tu sais, il me disait, ouais, mais là, Pascal, on s'en va dans des grands incendies, c'est un peu dangereux. Puis il avait raison. Et aussi, je me suis dit, bon, je peux pas quand même aller filmer les Premières Nations sans contacter le conseil de bande, tu sais, pour demander la permission d'aller sur le territoire. Tu sais, moi, j'avais une relation aux Premières Nations qui était respectueuse, qui voulait se faire aussi en collaboration. Fait que je les ai appelés. Puis là, j'ai appris que ces gens-là faisaient ça contre l'avis du conseil, etc. Fait que là, Fait que, t'es pas allé. ben non. Là, je me suis dit non. Il y a un danger pour mon équipe. Il y a une réticence du conseil de bande. Donc, non. Fait que je suis pas allée. Mais j'étais déçue. Parce que là, je me disais, hey, je fais un film sur la forêt, puis j'aurais pas aucune image de ces films historiques-là, sauf par l'archive de la Sopfeu, qui va être des images un peu télévisuelles. Tu sais. Fait que j'étais vraiment déçue. Jusqu'à ce que je regarde mes images à moi de cartes mémoire, quand Luc est allé chercher les cartes mémoire. Les caméras de chasse. Les caméras de chasse. Là, tout d'un coup, on a vu que j'avais des animaux qui se sauvaient des flammes, d'une part, mais aussi, bon, moi, je n'avais pas d'image directement de mes caméras qui ont filmé les incendies, mais dans mes groupes, il y avait un chasseur abitibien qui, lui, sa caméra avait pu capter les feux directement en face de son chalet a brûlé. Tu sais, je veux dire, tout autour de son chalet a brûlé,
mais pas la caméra. Elle n'a pas fondu, puis elle a filmé quand même l'intensité des feux. Donc, j'ai réussi à avoir ces images-là. Wow. Alors, j'ai réussi à avoir le feu de l'intérieur. Et pour moi, c'est encore plus fort que d'avoir des images. Si moi-même j'étais allée tourner, évidemment, j'aurais eu une distance saine pour pas justement me faire brûler. Mais là, c'est ça, j'ai réussi par ces caméras-là à aller chercher des images que j'aurais jamais pu avoir autrement. Donc, tu es encore dans la sensation, dans le ressenti que tu voulais faire vivre Exact. aux spectateurs. Alors là, on est capable de ressentir vraiment parce qu'on voit un impact direct sur la faune. Ouais. Et une autre chose que j'ai pu réussir à capter à travers un projet de recherche sur la tique et l'orignal, là, je ne veux pas trop divulguer de passage du film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais j'ai quand même réussi, je trouve, à faire ressentir l'effet des changements climatiques sur la faune, en fait. C'est ça, c'est qu'on ne sait pas, tu sais, on pense, ben oui, il va faire plus chaud un peu, mais c'est pas si grave, mais en fait, c'est que ça détruit les écosystèmes. Les écosystèmes se modifient. Arriver d'insectes ravageurs comme l'orignal dont tu parles, la tique, parce qu'elle fait plus chaud, elle se développe plus longtemps, plus facilement, tout ça. Oui. Puis elle ravage les animaux. Puis ouais. Fait que, tu sais, j'ai réussi, en fait, à travers ce film-là, au début, tu sais, tu disais, c'est plus un film animalier. Alors, j'ai envie d'amener... C'est comme si je prenais le spectateur puis que je l'amenais dans la forêt et que je lui fais voir, en fait, les animaux qu'on voit jamais quand on va se promener. Fait que c'est vraiment... Venez-vous-en, je vais vous montrer à quel point c'est beau. Ouais. Et l'idée, c'est de créer un attachement, en fait, de rentrer dans cette forêt-là, de l'aimer. Puis plus on avance dans le film, plus, justement, l'impact de l'humain sur cette forêt-là se fait ressentir. Bon, je me suis questionnée parce que, en fait, j'aurais pu faire un film qui soit vraiment plus formel, qui soit vraiment plus près du cinéma. Mais à un moment donné, quand je suis rentrée dans ce sujet-là, c'est un sujet éminemment politique. La forêt est un objet identitaire. Ça, je m'en étais pas tant rendu compte avant. C'est tellement identitaire, c'est tellement fort politiquement. La forêt, elle est, comme je le disais, gérée comme une ressource et non pas comme un milieu de vie. Et j'ai été témoin j'ai vu à quel point c'est encore pire que quand Richard Desjardins a fait l'erreur boréale parce que nos méthodes d'exploitation ont changé. Avant, on faisait des coupes à blanc, mais maintenant, on exploite une petite portion, on va exploiter une autre un peu plus loin pour laisser des massifs de forêt. Mais ça a multiplié les chemins forestiers. Il y a tellement de chemins forestiers dans la forêt publique au Québec. Elle est quadrillée, donc les écosystèmes sont complètement bouleversés. Puis c'est pour ça aussi que le caribou est en voie de disparition. Donc, je ne pouvais pas consciemment faire un film sur la forêt puis avoir toutes ces informations-là sans en faire part dans le film. Donc, j'ai décidé, il y a 2 statements politiques dans le film. Un d'un militant écologiste de longue date, donc qui a travaillé avec Richard Desjardins, qui a fondé l'Action boréale, mais c'est quelqu'un, Henri Jacob, qui a dédié sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas très riche, Henri, là, mais pour qui le militantisme a pris toute la place dans sa vie. C'est quelqu'un de lié à la forêt, c'est un gars de l'Abitibi. Et donc, lui fait un statement politique dans le film. Et il y a un Autochtone aussi qui fait un statement politique. Parce que les Autochtones aussi, tu sais, en ce moment, on le voit partout au Québec, les Autochtones font des blocus. Ils essaient du mieux qu'ils peuvent de préserver le territoire. C'est nos gardiens. Il faut les remercier pour ça parce que, tu sais, je suis vraiment pas contre l'exploitation forestière. Je pense qu'on a besoin d'exploiter la forêt, mais je pense qu'on a vraiment besoin de repenser à notre façon d'exploiter la forêt. Donc, en étant témoin de tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je me lance le défi de faire un film cinématographique puis d'essayer de rendre compte de la complexité de cet objet-là, donc de sa beauté,
de toute sa symbolique, de ce qu'elle représente dans nos univers identitaires comme dans nos univers intérieurs, du bien qu'elle peut nous faire, puis de son importance, mais de témoigner en même temps de l'effet des changements climatiques sur les écosystèmes et sur la faune, et aussi de sa dimension politique tellement importante au Québec. Fait que, comme c'est un objet extrêmement complexe, j'ai essayé cinématographiquement de rendre ça. Ça a été un vrai défi au niveau de la structure. Avec René, on a travaillé, on se disait, tabarnouche, on a monté pendant 22 semaines sans arrêt, là. Tu sais, on a travaillé par bloc, là. On a fait un premier bloc de montage. Après ça, je suis retournée en tournage. Après ça, on a fait un deuxième bloc. Mais ça a été vraiment à l'huile de bras, là. On n'a pas arrêté de réfléchir tout le temps, se confronter nos idées, réfléchir à la forme. Il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs de tournage dans le film, des caméras de chasse, des GoPro, la caméra animalière, les humains aussi, c'est une autre façon de tourner les humains. Donc, tout ça amalgamé ensemble, il fallait trouver une façon de faire un film qui rendrait compte de ça, en fait. Et tu sais, j'en suis fière, moi, de ce film-là parce que il y a une vraie complexité, autant dans la façon de tourner l'objet que dans la façon de le monter, dans la façon de construire le récit. Alors, j'ai eu envie, c'est ça, ma ligne directrice, mon leitmotiv, c'était toujours d'amener le spectateur dans un voyage où il va tellement ressentir la forêt que quand on va amener la dimension politique, il va quasiment avoir envie d'aller militer, là. Il va quasiment envie de se lever pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Même s'il n'y a pas d'image de manif dans ton film. C'est pas un film militant. Ouais. Même si on me dit... parce que c'est un film qui est polarisant. La perception, il y a des gens qui le détestent, ce film-là, qui ne l'aiment pas, je le sais parce que j'ai croisé des gens que je sais qui l'ont vu, qui ne m'en parlent pas, donc ils ne l'ont pas aimé. C'est super correct, on n'est pas obligé de rejoindre tout le monde, mais en même temps, c'est un film qui a aussi été beaucoup aimé. Alors, les gens savent, c'est une bébite. Je le sais, je suis comme assise entre deux chaises, fait que forcément... ça va susciter des discussions, tant au niveau du cinéma que du contenu. Mais, tu sais, moi, ce que je trouve, c'est... le fougère qui est tombé là. Oups, c'est bon. La forêt nous tombe dessus. Oui, c'est ça. Mais, en fait, c'est ça que je trouve intéressant du cinéma, c'est que quand on est capable de susciter la discussion, la réflexion, que le cinéma nous donne le goût de nous engager, ben là, je trouve que il fait œuvre utile aussi. Complètement. C'est ça la beauté du documentaire. Complètement. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans le film, je trouve, c'est que tu as aussi osé donner la parole entre guillemets à des méchants, mais qui sont pas méchants et qui sont intéressants. Vraiment. Et qui ont un regard intéressant à ce qu'ils font. Je dis méchants pour les romantiques de la forêt, mettons, mais tu sais, tu as un gars qui coupe du bois avec sa machine, un forestier qui vient nous parler, après qu'on l'ait vu bouffer la forêt avec sa machine hallucinante. Et tu as deux chasseurs qui chassent, oui, de façon un peu différente. Mais, tu sais, pour le cliché des amoureux de la nature, comme je disais, entre guillemets, c'est des méchants, mais je trouve ça intéressant aussi dans le film que, tu sais, oui, il y a les passionnés de champignons, il y a les scientifiques, il y a les amoureux de la nature, il y a Henri Jacob t'en parlait, le militant, la femme en Gaspésie avec les orignaux qui a une approche particulière par rapport aux oignons. Elle les tue pas, elle les observe, puis elle s'approche d'eux, tu sais. Mais tu as aussi ce forestier-là et ces chasseurs-là. Pourquoi tu as fait ça aussi? Bien, parce que, oh, excuse-moi. Tu sais, une des choses qui fait que la forêt est compliquée au Québec, c'est parce que toutes les grandes régions éloignées dépendent de la forêt. Ouais, donc, on dépend des ressources. Et c'est pour ça que la forêt est exploitée comme une ressource. Et on voit toujours, c'est ça, en fait, c'est qu'on se met toujours en opposition. Tu sais, il y a les gens de la ville qui sont des villégiateurs, puis il y a les gens qui vivent dans la forêt, qui gagnent leur vie grâce aux produits de la forêt. Donc, comment on peut faire pour essayer de concilier tout ça? Parce que si on n'arrive pas à concilier tout ça, on n'arrivera jamais à modifier nos approches, notre regard. Donc,
j'ai essayé de réfléchir à ça aussi parallèlement. Tu sais, moi, je trouve que justement, les gens qui travaillent dans la forêt, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils aiment la forêt profondément. Tu sais, s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la forêt. Ils aiment se retrouver dans la forêt. Puis comme le disait mon travailleur forestier dans le film, tu sais, moi, des fois, je coupe des arbres, j'aimerais bien mieux qu'ils restent debout. Il dit ça. Donc, je pense qu'il faut... C'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est pas parce qu'il n'aime pas la forêt qu'il coupe les arbres, c'est parce qu'il ne peut pas faire d'autre chose. Il aime la forêt, il n'y a pas nécessairement de doctorat en biologie. Donc, comment faire pour être dans la forêt puis de gagner ma vie en même temps? Bien, souvent, c'est de conduire des machines, tu sais, puis d'aller couper la forêt. Mais c'est pas eux qui décident de couper la forêt. La forêt, elle est gérée par le ministère, tu sais. Et il y a un forestier en chef. Avant ça, il n'y avait pas de forestier en chef. Tu sais, la forestier en chef... Avant l'erreur boréale, excuse-moi, il n'y en avait pas. Non. Puis il y a eu la commission Coulombe qui a fait un certain nombre de recommandations qui ont modifié nos approches. Et il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais là, moi, ce que je constate, c'est qu'on fait des reculs. Donc là, on est obligé, à mon avis, d'avoir une réflexion. On est obligé de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Tu sais. Puis je trouve que mon film a cette qualité-là, c'est que, bon, il y a eu un succès un peu inattendu en salle. Il y a beaucoup de gens, parce que, bon, je dis inattendu, mais en même temps, je constate que c'est pas si inattendu que ça si on admet que la forêt, c'est un objet identitaire. Bien, il y a plein de gens qui aiment la forêt, ils vont aller voir le film. Et donc, suite au film, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Plein de gens, justement, se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la forêt. Mais il y a des ingénieurs forestiers qui, eux, aiment la forêt aussi, mais qui se sont sentis trahis par l'erreur boréale, parce que l'erreur boréale est assez radicale. Elle a contribué à faire changer les choses puis à nous faire réfléchir. Mais là, ça fait que maintenant, on haït les travailleurs forestiers. Fait que c'est pas... Ça, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui est pas juste envers eux. Parce que, tu sais, c'est eux qui font les plans d'aménagement des coupes. Mais ça vient avec des recommandations du ministère qui, eux, subissent des pressions de l'industrie. Donc, c'est là qu'il faut aller changer des choses. Ouais. C'est au niveau politique, tu sais, au niveau décisionnel, dans la hiérarchie, tu sais, des décisions qui sont prises. Donc, là, moi, je constate qu'avec ce film-là, il y a une possibilité, on est en année électorale, de réfléchir collectivement à nos pratiques. Donc, après avoir fait un film puis d'avoir réfléchi à la forme, là, on dirait que je suis en train de me dire comment, comme cinéaste, je peux aussi avoir un impact sur le réel avec un film et de prendre ce pouvoir-là puis d'essayer de rassembler. Donc, quand on parle de méchants, je veux pas, parce que là, mon but, c'est justement d'essayer... Parce que si on est divisé, on ne fera pas avancer les choses. Exactement. Quand on est divisé, ça ne marche pas. Si on se met ensemble puis qu'on est capable d'identifier des choses qui vont pas bien puis pour lesquelles on est capable d'être d'accord, bien là, on est capable peut-être de faire un pas ensemble puis de faire vraiment changer des choses. Ouais. Puis une des choses qui ne marche pas, c'est que depuis que le ministère s'occupe de gérer la forêt, bien, on a un forestier en chef que la commission Coulombe recommandait d'être indépendant. Il l'a été un petit peu, mais là, c'est devenu un sous-ministre. Ouais. Donc, il subit les pressions des lobbies. Donc, c'est ça. C'est plus la même chose. Exact. Fait qu'on est-tu capable de se rassembler Voilà. autour de ça, par exemple? C'est des choses auxquelles je réfléchis en ce moment. Mais c'est un peu pour ça, je pense, cette volonté-là, parce que ton film fasse œuvre utile, c'est que là, il circule beaucoup. Oui. C'est un outil d'éducation, mais aussi de prise de parole, de débat un peu partout au Québec, si j'ai bien compris. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est pas pour rien que j'ai mis méchant, entre guillemets. J'ai fait assez de documentaires en région puis un peu partout au Québec pour... Chacun a ses préjugés par rapport à les intellos de la ville ou les villégiateurs de la ville versus le monde du bois qui sont juste là pour faire du 4 roues, du skidoo puis de couper des bois, des arbres. Bien, il faut que ce film-là, j'imagine, c'est un peu ça que tu as constaté, puis que ça va continuer avec la circulation du film puis les projections publiques. Parce que le film fait un peu ça.
l'idée aussi, je trouve intéressant d'avoir interviewé un forestier dans le film, puis des chasseurs, c'est justement de ce que ces deux mondes-là se rencontrent aussi, puis qu'ils discutent, parce que puis tu sais, faut que les solutions se trouvent ensemble, finalement, tu sais, par les deux parties. Parle-moi, c'est quoi qu'est-ce que tu as noté ou qu'est-ce que tu as retenu, ou qu'est-ce que tu retiens du dialogue que ton film crée, justement, un peu partout au Québec? C'était pas mon intention de faire un film, justement. Je voulais pas faire l'erreur boréale. C'était pas ça mon but. Mais on dirait que j'ai pas le choix. Parce que si tu parles de la forêt, ça devient politique. Et moi, je l'ai dit, j'ai une grand-mère qui m'a initiée aux politiques très, très jeune dans ma vie, tu sais. Prends ta place, réfléchis, tu peux changer le monde. Thérèse Casgrain l'a fait. Tu sais, on dirait qu'elle elle m'a tellement inculqué ça. Je pense que j'ai, malgré moi, ce désir-là de participer au monde dans lequel je vis. Alors que je me suis sentie toute mon enfance, mon adolescence à côté du monde, on dirait que là, j'ai envie de prendre part au monde. Et donc, je me dis, ben, si je fais un film qui a qui peut semer un peu, peut-être un peu ce désir de réfléchir collectivement à un sujet qui nous concerne, bien, pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas sauter sur l'occasion? Fait que j'ai créé des liens avec les universités, je suis allée voir les profs, le département de sciences de l'environnement, puis, tu sais, aussi, c'est un film qui peut faire le pont aussi avec le cinéma. Tu sais, donc, on peut discuter avec les étudiants en cinéma ou avec des cinéastes, avec des spécialistes du cinéma, du film, parce qu'il y a une réflexion sur la forme, sur le fond, sur la structure. Mais on peut discuter aussi de l'objet de la forêt, comment on peut arriver dans une année électorale à se mettre ensemble puis à faire peut-être quelque chose pour la forêt. Alors, là, je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse drôlement de pouvoir allier ça ensemble. Ouais. Puis je ne l'avais pas prévu. C'est comme si ça s'impose à moi. Puis on dirait que mon tempérament, la force que j'ai, c'est de pouvoir mettre ça en branle puis d'y arriver, tu sais. Donc là, il y a plein de tables rondes qui vont avoir lieu à l'automne, tu sais, en lien avec les universités, impliquer les étudiants, parce que moi, on dirait que là, je suis rendue à une période dans ma vie où j'ai envie de transmettre. Donc, l'enseignement, tu sais, la discussion avec les jeunes, moi, les jeunes m'inspirent énormément. J'ai envie d'être à leur contact. Donc, ce film-là me permet ça aussi, d'entrer en contact avec les jeunes, de réfléchir avec eux, tu sais, de ne pas perdre, en fin de compte, tu sais, quand on a 20 ans, on a ce désir-là de changer le monde, puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui le perdent en vieillissant, puis moi, je ne veux pas perdre ça. Puis je trouve que le documentaire nous garde vivants pour ça. Donc, l'idée, c'est ça. Je me dis, OK, je profite du fait que ce film-là est rassembleur puis qu'il allume une lumière dans la grande population parce que les gens, c'est pas juste des cinéastes là, qui sont venus voir mon film. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour le sujet. Donc, j'ai envie de sauter sur l'occasion puis d'essayer de prendre part à ça grâce à ce film-là. Oui, puis je trouve que c'est l'objet cinématographique parfait pour faire ça. Tu sais. Bien, comme je te dis, c'est pas un film, c'est un film qui est polarisé. Tu sais, il fait 2 heures, le film. C'est long, là. Oui. Donc, j'en reviens pas, moi, que les gens aillent voir le film puis qu'ils restent dans la salle. Tu sais, déjà. Quand je l'ai lancé, j'ai choisi, tu sais, le film était aussi sélectionné au RIDM. Ça m'a brisé le cœur parce que j'avais le goût de le lancer au RIDM, mais j'avais le goût aussi de le présenter aux protagonistes. Puis comme il a été tourné en Abitibi et que le Festival d'Abitibi l'avait sélectionné aussi, là, j'étais comme prise, où est-ce que je lance le film? Puis finalement, j'ai décidé de le lancer en Abitibi pour être proche des Premières Nations. J'avais envie de voir ce film-là pour la première fois avec eux. Et aussi, c'est beau, le festival est formidable en Abitibi. Le film était présenté au Théâtre du Cuivre. Il y avait 800 personnes. Tu sais que c'est là que j'ai vu mes premiers films, moi. Bien, en 81, clairement. 82, premier film, en tout cas. Mais c'est tellement un beau festival, ouais. tu sais. Ouais. Donc, j'ai choisi de le lancer donc, avec les protagonistes de l'origine de ce film-là, finalement. Et j'avais peur. Parce que, justement, c'est un film où il y a une prise de risque. C'est un film de 2 heures aussi. Ça aussi, c'est une prise de risque. Puis je me disais, hey,
comment ils vont prendre ça. Tu sais, les gens qui font 3-4 heures de route pour venir voir mon film, auquel ils ont participé, ils vont-tu aimer ça? J'avais peur, j'avais une peur bleue. Je tremblais quand j'ai sorti le film. Et ça a été extraordinaire parce que à la fin du film, il y a, je veux dire, là, j'ai bien vu que tout le monde avait aimé ça. Ben, en tout cas, pas tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de gens avaient aimé ça. Et à la fin, il y avait une période de questions-réponses. Et la première personne qui s'est levée pour parler, c'est Edmond Brazeau, un grand Anishinaabe de Kitsakik, ancien chef de Kitsakik, tu sais, qui a une prestance, qui a une présence. Et les Premières Nations, c'est jamais elles qui prennent la parole. C'est des gens d'écoute, mais c'est pas eux qui vont prendre le plancher. Et donc, lui s'est levé et il a dit, c'est tellement touchant ce qu'il a dit, il a fait un lien entre le film et tout, en fait, ce qui nous divise, en fait. Il disait, nous, quand on fait des blocus en forêt, c'est pas pour écœurer le monde. C'est parce qu'on habite la forêt puis on voit ce qui se passe. Puis il dit, enfin, j'ai l'impression de voir un film qui est en train de nous rassembler. Oh, wow. Puis il disait, Super. moi, j'ai l'impression que si c'est juste les Premières Nations qui se battent pour la forêt, on n'y arrivera jamais. Mais que si on se met ensemble, on peut arriver à faire ça, on peut arriver à faire comme ce film-là. Et là, ça m'a touché au cœur. Et après, lui, c'est juste des Premières Nations qui se sont levées. Ils ont parlé dans leur langue. Il n'y a pas un Blanc qui a pris la parole. On les a écoutés. Et là, tu sais, moi, ça, c'est ça qui a lancé le film. Fait que je me suis dit, OK, ce film-là, il y a quelque chose à faire pour justement créer un lien avec les Premières Nations, puis essayer de faire évoluer notre réflexion ou notre rapport par rapport à cette forêt-là qu'on perçoit vraiment comme une ressource et non pas comme un milieu de vie, en fait. Ça peut-tu être les deux? On peut-tu exploiter la forêt intelligemment, mais au lieu, il y a un personnage dans mon film, une biologiste, qui dit ça. Là, on est en train de... On exploite la forêt, puis on garde des aires protégées. Mais pourquoi qu'on ne fait pas l'inverse? On protège la forêt, puis on donne des lieux d'exploitation à l'industrie. Si on faisait l'inverse, on arriverait à avoir une pérennité de cette forêt-là, puis de la garder plus longtemps. Donc, bref, c'est ça. Ce film-là, disons, a changé ma vie. Mais je dirais que même avec Pauline Julien, ça a fait un petit peu cet effet-là, tu sais, d'allier le politique au cinéma, mais tout en gardant cette réflexion sur le cinéma, puis en gardant une démarche cinématographique concrète. On peut-tu faire les deux, tu sais, de faire des films politiques, mais cinématographiques? Donc, je pense que je suis un peu là-dedans en ce moment. Wow. J'ai l'impression, je t'écoute, j'ai l'impression que tous les films que tu as faits ont changé ta vie. Je pense que oui. C'est pour ça que j'aime ça, faire du documentaire. Je pense que je suis sur mon X à cause de ça. Tu sais, je pense que je suis certaine que tu vis la même chose. On évolue. À chaque film, on évolue, on devient une meilleure personne. On prend position par rapport au monde quand on fait des films. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression d'être toujours plus mature, toujours, tu sais, d'être toujours mieux d'un film à l'autre, en fait. J'allais te demander pourquoi tu fais du documentaire, mais je pense que tu viens de me répondre. Oui. Puis c'est pour ça aussi que l'enseignement, pour moi, est lié à ça. C'est comme on devient meilleur à chaque film, puis notre regard sur le monde s'affine. Je pense qu'à un moment donné, l'enseignement vient de soi. Tu sais, il y a quelque chose d'intrinsèquement lié, à mon avis. Qu'est-ce que, justement, tu parles d'enseignement, mais qu'est-ce que toi, en enseignant, ça fait quelques années que tu le fais maintenant à l'INIS, qu'est-ce que ça t'apprend, toi, comme personne et comme cinéaste, d'enseigner la réalisation documentaire? Bien, j'ai commencé par enseigner la recherche et l'écriture. OK? Et ça, c'est intéressant parce que je m'étais jamais questionnée sur ça avant. Tu sais, on fait des demandes de subventions, maintenant on devient des experts. Tu sais, on développe une façon de faire où les films sont financés, puis on se pose pas de questions, c'est une expertise. Mais quand j'ai commencé à enseigner, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis mis à décortiquer ça, à me demander, OK, pourquoi je fais ça? Puis comment je peux expliquer à des jeunes comment faire? Et le fait de réfléchir à ma façon de faire,
ça m'a rendu encore meilleure, en fait. Puis je me suis dit, c'est ça l'enseignement, en fait, ça nous empêche de vieillir. Parce qu'on est toujours en train de se remettre en question, de réfléchir, d'essayer d'expliquer à d'autres. Puis les jeunes aussi arrivent avec une vision du monde qui est différente de la nôtre. Eux, ils ont justement cette impulsion-là de la vie, de changer le monde, d'apprendre, cette soif-là. Donc, je trouve que moi, le recul que je fais en décortiquant ma façon de faire puis en essayant de trouver une façon de leur transmettre, combiné à leur impulsion de jeunesse, de candeur, de joie de vivre, on dirait que c'est ça, ça m'empêche de vieillir. Je veux juste, c'est ça, pas vieillir. J'adore ça. Physiquement vieillir, mais pas vieillir en Vieillir même dans temps. sa tête Ouais, et dans exact. son cœur. C'est ça. Mais tu sais, c'est tellement lié. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner à l'UQAM, à l'École des médias en cinéma, il y a 7-8 ans déjà, un prof à moi qui m'a été très marquant dans mon parcours en sciences politiques, Louis Caron, au cégep de Maisonneuve. À ne pas confondre avec l'écrivain Louis Caron, mais bon, c'est un grand esprit, Louis. Et très marquant pour plein de monde. Quand j'ai annoncé, il connaissait mes films, il suivait un peu mon parcours de cinéaste. Quand j'ai annoncé que j'allais commencer à enseigner, il me dit, Bruno, ça faisait quoi, 20-25 ans, je faisais du cinéma à ce moment-là. Tu es comme si tu étais déjà enseignant depuis 20-25 ans. Il y a comme un prolongement tellement naturel. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. On transmet. On apprend, on s'apprend des choses à nous-mêmes en faisant des films. On en apprend, en tout cas. On en apprend. On transmet quelque chose, en tout cas, aux autres. Et c'est la même chose en enseignement. Mais ce qui est le fun, c'est que ceux à celles à qui on enseigne, ils nous en apprennent aussi, tu viens de le dire. C'est ça. Et C'est l'échange. Mais un nourrit l'autre. C'est ça. L'enseignement nourrit la pratique et vice-versa. Exact. Non, c'est ça. Moi, je me sens pas... d'ailleurs, quand j'enseigne, je fais placer les tables en rond, en cercle. C'est un peu comme les Autochtones, il y a quelque chose de... le cercle de parole. Le cercle de parole. On est en train d'échanger, on parle. Je me mets au même niveau qu'eux parce que, justement, je le vois comme un échange. Moi, j'ai des connaissances qu'eux n'ont pas, mais eux aussi ont des connaissances que moi, j'ai pas. Fait que c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup l'enseignement. Bien, avec raison. Je te comprends tellement. Quel conseil tu donnerais, au pluriel ou au singulier, à un étudiant, une étudiante qui voudrait se lancer en cinéma documentaire, en faire, en étudier? Bien, moi, je pense que pour être un bon cinéaste, il faut voir des films. Donc, je pense que le conseil que je donne à un étudiant, c'est de voir le plus de films possible, d'être cinéphile avant de vouloir réaliser des films. Parce que quand on voit les films des autres, un peu comme René Bail me l'a enseigné, c'est plus on voit des films, plus on comprend comment ils sont faits, plus on réfléchit au montage, plus on réfléchit à la forme, plus on prend position par rapport à ce que les autres ont fait, en étant d'accord ou non. Et de développer aussi sa capacité d'argumenter par rapport à des choses qui sont quand même abstraites. Puis je pense qu'on devient un meilleur cinéaste de cette façon-là. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Ah oui, oui. Puis, tu sais, en fait, moi, je vois ça comme une relation amoureuse. C'est long, faire un film. Ça prend 5 ans dans mon cas. Moi, je fais pas beaucoup de films. J'ai toujours besoin de prendre un pas de recul après chaque film. Je suis pas capable d'enchaîner les projets. Donc, puisque ça me prend au moins 5 ans avant de faire un film, j'ai besoin, oui, de connecter avec mon sujet, de l'aimer profondément, puis d'aimer les gens. C'est pour ça que, tu sais, moi, il n'y a pas de méchants dans mon film. Je les aime, ils m'apprennent quelque chose. Fait que c'est un peu comme l'enseignement, en fait, c'est une relation d'échange. Rencontre et échange. Rencontre, échange. Puis, ouais, c'est ça. Il faut rester ouvert, je pense. En fait, ce qui est intéressant de la forêt, c'est que c'est un objet tellement complexe que je lis énormément pour essayer de la comprendre, justement, dans sa complexité, puis d'essayer d'en rendre compte, justement, par le cinéma. Et j'ai lu, puis je pense que ça, c'est trop beau, il faut que je le dise, c'est que parmi toutes les forêts du monde, celles qui sont le mieux préservées, puis ça, c'est prouvé scientifiquement, il y a eu des recherches, il y a des données scientifiques, c'est les forêts où il y a des peuples autochtones qui y vivent. Donc, il faut faire confiance aux Autochtones. C'est leur maison. Ils la connaissent, cette forêt-là. Mais partout dans le monde, là, hein, on ne parle pas juste de la forêt québécoise, on parle justement de la forêt en Amérique du Sud, des forêts brésiliennes, de l'Australie. Partout, il y a des Autochtones, la forêt est mieux préservée. Voilà. Fait que c'est une leçon. Je travaille sur une série documentaire en ce moment qui va s'appeler Enraciné, avec des Premières Nations autour de problématiques environnementales. Et une des lignes qui nous guide beaucoup, c'est
5 de la population autochtone, la population mondiale, c'est des Autochtones, mais ils protègent 80 de la biodiversité de la Exact. planète. Fait que c'est complètement ça. C'est ça. Je pense qu'il faut être humble puis reconnaître ça. Tout à fait. Là, il y a une petite tradition qu'on est en train de partir. Pour te remercier de ta visite à l'évaporateur, même si on n'est pas dans la cabane à sucre, on est juste pas loin à côté. Ça, c'est de la production de cette année. Hey, C'est un petit cadeau pour toi. Merci. Alors, voyons, le sirop d'érable de cette année. On n'en a pas fait beaucoup cette année, mais bon, Écoute, merci. assez pour en offrir avec grand plaisir. Merci Ouais, à c'est toi. un super beau cadeau. Merci. Avec